Bonjour à toutes et à tous, je vous propose qu'on démarre ce nouveau webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la saison thématique Petite ville de demain, favoriser l'engagement citoyen dans la mise en œuvre des projets. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour le troisième rendez-vous des clés pour agir, qui s'intitule Comment faciliter l'implication des jeunes dans ma petite ville de demain. Donc, je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme PVD, et j'aurai donc le plaisir d'animer ce rendez-vous. Pour que le webinaire se déroule de la meilleure des façons, comme d'habitude, si vous avez des petits soucis techniques, vous pouvez poser vos questions dans le chat, enfin faire part de vos difficultés dans le chat et puis poser vos questions à nos intervenants dans l'onglet questions-réponses. Je serai ravie de pouvoir les relayer à nos intervenants du jour. Donc, ce troisième clé pour agir est dédié à l'implication des jeunes dans les projets locaux. Nous avons eu l'occasion en 2023 de publier un baromètre sur le regard des jeunes dans les petites villes de demain, qui avait notamment permis de mettre en évidence que 89% des jeunes de 16 à 30 ans disent avoir un regard positif sur les petites villes. Les petites villes de demain et les petites villes en général sont parfois donc confrontées pour autant à des départs de jeunes vers des milieux urbains qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, s'éloignent des petites villes dans lesquelles ils ont grandi. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter un peu les quelques outils et méthodes qui permettent de favoriser l'engagement et la participation des jeunes dans les territoires petites villes de demain. On a aujourd'hui, donc, comme d'habitude, le plaisir d'avoir le témoignage d'une petite ville de demain. Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bully Lémine en la personne de Marion Vos, chef de projet Petite Ville de demain, donc dans cette commune du Pas-de-Calais de près de 10 000, de plus de 12 000 habitants, pardon. Donc, on vous laissera la main pour évoquer cette superbe expérience intitulée la COP du 51, donc ce fameux commerce tenu par des élèves du lycée local et qui permet à ces élèves inscrits dans des filières en lien avec le commerce et la vente de pouvoir voilà, finalement découvrir le monde professionnel et tenir cette boutique apprenante qui est donc la première de France délocalisée dans les centres-bourgs. J'en dis pas plus, je vous laisserai tout nous dire de cette jolie démarche. Et puis nous entendrons aussi d'autres témoignages. Tout d'abord, Denis Moreau, le secrétaire général de l'association La Rue de l'Avenir, qui évoquera avec nous l'appel à projet La Rue aux enfants. Nous entendrons également Alice Perronnet, responsable des projets au sein de l'association Robin des Villes, que nous avons le plaisir d'accueillir lors de l'atelier in situ à Pélussin la semaine dernière. Et enfin, Nivine Katanji, chargée de déploiement de jeveuxaider.gouv.fr, qui évoquera aussi avec vous la plateforme et tous ces outils. Je vous propose d'attaquer directement par le témoignage de Marion Vos. Marion, dites-nous tout sur Bully les mines et sur la superbe démarche de la boutique apprenante. Je vous en prie. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Emmanuel, effectivement, on est sur une commune d'un peu plus de 12 000 habitants. Et c'est un projet qui date d'il y a 2 ans. Donc, on avait monté une boutique éphémère. La commune avait réinvesti et racheté une ancienne cordonnerie. Et puis, on a testé un petit peu un concept de boutique éphémère à l'origine et on avait eu des artisans. Très vite, les habitants du quartier se sont dit, ah, mais c'est super, des producteurs locaux, on aimerait avoir des yaourts, des légumes, etc. Enfin, plein de produits locaux. Et on a eu la chance de participer avec la Banque des Territoires à l'opération Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce, qui était cofinancée donc, par la Banque des Territoires. Et là, on a une équipe du lycée qui s'est présentée en tant que porteur de projet. Et puis, ça a matché entre les deux entités. Et on s'est dit, ah, mais ça serait bien d'avoir des producteurs locaux et puis que les lycéens vendent. Et donc, là est né le projet de boutique pédagogique. Et donc, on l'a appelé la COP du 51, puisque en référence à notre passé minier, on avait à l'époque des coopératives où les habitants et les familles mineures aller chercher leurs produits, d'où le nom COP du 51. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, après 2 ans d'études, parce qu'il nous a fallu avoir une étude fiscale, une étude juridique, aussi notamment en termes de droit du travail, on a monté ce projet et donc on a 33 producteurs qui nous font un dépôt-vente. Donc, ils déposent les produits. Nous, le concept, c'est qu'on ne marge pas et les élèves du lycée vendent les produits pour le compte des producteurs.
Et donc, ils sont exemptés de recherche de stage puisqu'ils effectuent, eux, leur stage directement à la boutique et ils ne font pas que de la mise en rayon et replier les t-shirts des clients laissés sur le côté. Ils font de la gestion des stocks, ils font du management, ils apprennent également l'accueil public, ils font de la caisse. Ça, c'est un peu une nouveauté pour des élèves de lycée. Et ils s'occupent aussi donc du réseautage, de la gestion des producteurs, des conventions, le tout encadré donc par leurs professeurs. Donc, on a deux professeurs à l'origine du projet, donc Madame Bonnier et Madame Fourmeau. Et pour monter tout ça, on a dû se consolider en association. Donc, on a créé l'association qui est la COP du 51 qui porte le projet. Quant à nous, la collectivité, on soutient le projet depuis le départ, on en est à l'initiative et donc on met à disposition gratuitement donc, notre boutique éphémère pour accueillir donc, les ventes chaque vendredi. Donc actuellement, on a 200 élèves qui travaillent sur l'opération. Alors, on n'a pas forcément donc, 200 élèves en boutique, hein, ils se relaient par groupe de 4-5 élèves. Mais on a des élèves qui sont en charge de la com, des élèves qui sont en charge de la gestion des stocks, des élèves qui font de la comptabilité, voilà. Donc vraiment, cette boutique, c'est un peu leur jouet et ils évoluent dedans, mais avec des vrais clients. Donc l'innovation, c'est qu'elle est en centre-ville et là, c'est pour nous très important puisque vous savez, on est dans le dispositif Petite Ville de demain. Ça veut dire qu'on a des difficultés au niveau de nos commerces et des enjeux de revitalisation. Et bien, le fait que la boutique soit en centre-ville, ça recrée du flux dans l'artère. Et on espère, la boutique a ouvert en octobre, hein, je ne l'ai pas précisé, on espère que les retombées vont se faire ressentir et que les cellules vacantes à proximité de la COP du 51 réouvriront grâce au flux généré par cette innovation. Donc, on a un chiffre d'affaires qui tourne aux alentours de 600 euros par mois, donc avec 4 ouvertures, ce qui est déjà plutôt encourageant. Et pour les habitants, eh ben, on crée du lien avec les jeunes. C'est un peu inédit. On ne s'attendait pas à ça. On a une résidence qui est juste à côté. Et donc, il y a un réel lien qui se crée entre les personnes plus âgées, habitants de la résidence, et nos jeunes qui réinvestissent le centre-ville. Pour eux, c'est un réel atout aussi, puisque ils, ils- ils comprennent mieux les problématiques de commerce et les enjeux des commerces en centre-ville, puisqu'ils tiennent cette boutique. Et on est sur une génération hein, qui commande beaucoup par Internet. Et là, il y a un vrai retour aux sources, entre guillemets, et à la production locale. Ils sont également, enfin là, ils étaient déjà hyper sensibilisés sur les enjeux environnementaux. Voilà, les circuits courts, etc. Là-dessus, ils avaient déjà bien travaillé sur le sujet. Que dire d'autre sur cette boutique? Elle est en pleine évolution, bien sûr. Euh, on espère pouvoir ouvrir encore davantage. Et c'est notre façon d'avoir intégré donc, nos lycéens et nos jeunes au sein de notre projet Petite Ville de demain. Euh, on a été labellisé par le département au titre de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est un projet là qui va évoluer également sur la création d'ateliers participatifs, toujours portés et co-animés avec la mairie et les élèves du lycée. Et puis, voilà, on valorise nos producteurs locaux. Et le fait de ne pas marger, on a aussi, nous, communes, un souci d'apporter les notions de bien manger à nos habitants avec des produits de qualité et à prix coûtant pour eux. Voilà, je pense avoir fait le tour du projet. Merci beaucoup Marion. Peut-être une question qui me vient. Vous me dites que le lien s'est fait avec les personnes âgées qui sont dans la résidence à proximité. Est-ce que voilà, vous avez identifié des façons de pérenniser ce lien? Quelles idées vous viennent ou est-ce que des idées vous sont venues pour justement travailler ce lien intergénérationnel en Oui, profitant de cette, voilà, de cette opportunité? oui, alors en fait, donc comme la boutique est ouverte une seule journée dans la semaine, l'idée c'est de monter des ateliers avec les producteurs locaux. Donc, on a par exemple une chocolatière
qui se propose de faire un atelier sur le chocolat. Et l'objectif, c'est de drainer également les habitants qui souhaiteraient s'engager un peu plus dans cette démarche participative en lien avec les jeunes autour d'ateliers, d'avoir des rencontres. Et pourquoi pas ensuite de faire évoluer le projet. On pourrait imaginer un café de lecture ou autre. Voilà, de faire de la boutique un vrai lieu de vie pour les habitants. Alors, je vous entends pas, je pense que votre micro doit être coupé. Oui, comme quoi, au bout de quelques années, on se fait encore avoir. Je, je me demandais si vous aviez imaginé aussi sensibiliser les plus jeunes, comme les collégiens, justement, sur cette initiative, les faire voilà, se déplacer aussi pour voilà, aller chercher peut-être les plus jeunes que les lycéens. Alors, pour le moment, on est resté sur les lycéens parce que actuellement, on draine les élèves de la seconde à la terminale. Là, on a une classe test au niveau du lycée, qui est la classe de métier, métier du commerce. Et on est arrivé sur des élèves de seconde. Parce qu'il faut bien comprendre qu'entre le montage du projet, le temps de l'analyse juridique et fiscale, les élèves qu'on avait étaient en terminale et donc ils sont passés en études supérieures. Donc, on a redémarré en octobre avec une nouvelle session et donc des élèves de seconde. Euh, pour l'instant, la démarche est limitée, entre guillemets, aux élèves du lycée. En tout cas, ce qu'on note, c'est qu'au niveau du lycée, donc on n'a pas encore les analyses avec les chiffres définitifs, mais il y a une réelle baisse de l'absentéisme sur cette classe. Donc, il y a un vrai bénéfice. Et on voit que le fait d'aller dans la boutique une fois semaine enfin, est relativement moteur pour les élèves. Donc ça, c'est une retombée à laquelle on ne s'attendait pas. Maintenant, pourquoi pas faire évoluer et ouvrir la boutique euh, à des classes plus jeunes ou tout au moins leur faire connaître nos 33 producteurs locaux. On pourrait imaginer des visites à la ferme, comprendre le circuit court, pourquoi tel producteur est en bio, etc. Mais sur les ventes, à proprement parler, il y a de la gestion de caisse et juridiquement, c'est assez compliqué à monter. Donc voilà, il faut voir comment on peut porter la chose et le diffuser auprès des plus jeunes. Mm. Question très intéressante sur le contenu qui est proposé dans la boutique. Est-ce que le choix des produits qui sont proposés dans cette boutique sont faits en fonction justement entre guillemets, de la concurrence et des services qui sont proposés dans d'autres boutiques? Alors, au niveau de la concurrence, on est ouvert une seule fois par semaine et c'est un contrat de dépôt-vente, donc on n'entre pas dans le champ de la concurrence. Maintenant, les produits, on retrouve un peu de tout. On a quand même été assez vigilant sur ce qu'il y avait dans les commerces du centre-ville. Là, il est vrai qu'on ne retrouve pas les mêmes produits. Toutefois, sur les grandes surfaces, les gaufres fourrés qu'on peut proposer, il y en a aussi en grande surface. On propose également des limonades, de la bière, des chips, mais on ne va pas retrouver la même gamme de produits. C'est-à-dire qu'au niveau des chips, on va être sur des chips, pas de grandes marques classiques, euh, des chips d'artisans, et au niveau des boissons, ça sera pareil. Mais il est vrai que c'est poser la question de la concurrence déloyale qu'il pourrait y avoir avec cette boutique. Donc voilà, donc là, juridiquement, on a été sécurisé sur le sujet. Je ne sais Merci pas si beaucoup. j'ai répondu à votre question. Merci. Je vous propose de passer à la suite. Restez attentive. On aura certainement d'autres questions et je me permettrai de vous interpeller dans la suite du webinaire. Hop, Pas je de me problème. pose à l'écran. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'entendre nos témoignants suivants. Monsieur Moreau, je vous propose d'évoquer auprès de nous le dispositif La rue de l'avenir. Quel est cette initiative et finalement comment voilà, s'en inspirer ou s'y inscrire. Votre micro est coupé.
Merci beaucoup pour votre invitation pour ce webinaire des petites villes de France. Donc, je suis Denis Moreau, je suis secrétaire général de l'association Rue de l'Avenir. Et donc, je me propose de vous parler du dispositif des rues aux enfants, rue pour tous, qui est un appel à projet et je vais me concentrer sur la présentation du dispositif. Et dans le chat, vous trouverez, je dirais, les éléments plus spécifiques sur la participation des enfants et des jeunes, qui est un fil directeur de l'esprit des rues aux enfants, rue pour tous, dans la mesure où les enfants sont acteurs et non pas uniquement consommateurs des rues aux enfants, à la fois au niveau de la conception de la rue aux enfants, au niveau du plan, des activités, des animations, de la préparation, mais aussi de la réalisation, et puis ils sont aussi acteurs au niveau du bilan. Donc on essaye de faire un travail d'accompagnement pour que les enfants et les jeunes soient vraiment associés, je dirais, à toutes ces étapes de la rue aux enfants. Donc les rues aux enfants ont démarré en 2015-2016. Quatre associations ont porté ce projet. Tout d'abord, l'association Vivacité Île-de-France, qui est une association d'éducation à l'environnement. Le Café Zoïde, qui est une association qui est un café des enfants qui se trouve à Paris, sur le quai de la Loire, dans le 19e arrondissement. Et puis l'ANASèche, que vous devez connaître, qui est l'association qui regroupe les conseils municipaux de jeunes et qui est un peu une tête de réseau pour l'ensemble des instances représentatives des enfants et des jeunes dans les municipalités. Alors, une rue aux enfants, c'est assez simplement, je dirais, une rue qui est fermée temporairement. Ça peut être un samedi après-midi, ça peut être un mercredi, ça peut être tout le week-end à la circulation motorisée. Donc, des arrêtés sont pris par le maire pour interdire la circulation, pour autoriser un événement sur le domaine public ou encore pour réguler, je dirais, le stationnement. Et ce sont des événements qui sont mis en place avec les habitants, mais bien sûr les jeunes et les adultes, c'est-à-dire que c'est fait en collaboration avec les habitants et ceci dès l'amont avec les acteurs locaux. Donc il y a un partenariat qui se construit au démarrage du projet avec le centre social, les parents, des associations partenaires, parfois des ludothèques, des cafés aux enfants et bien sûr la municipalité, car les villes, en fait, aussi peuvent présenter des projets. Et puis les enfants, ben, l'intérêt, c'est de pouvoir jouer librement, d'avoir une autre représentation de la rue, de l'espace public, et de considérer que la rue n'est pas uniquement un tuyau à voiture, en quelque sorte, mais que c'est aussi un espace pour tout le monde. C'est un bien commun. Alors, il y a des installations de jeux qui sont disposées, des animations qui sont proposées et donc des barrières qui font que les enfants jouent en sécurité avec un panneau d'interdiction d'accès aux véhicules motorisés. Donc, les riverains doivent avoir une autorisation ou habiter là, bien sûr, pour pouvoir circuler dans cet espace qui est sécurisé le temps de la rue aux enfants. Et bien entendu, il y a une priorité qui est donnée aux piétons qui se trouvent dans la rue aux enfants, rue pour tous, le temps où elle se déroule. Alors, quels sont un peu les objectifs de la rue aux enfants? Bah, premièrement, c'est reconquérir l'espace public. Tout le monde peut constater, que ce soit dans les grandes villes ou les petites villes, que l'espace public est quand même envahi par les voitures, que ce soit au niveau de la circulation, mais aussi au niveau du stationnement. Et donc, il y a eu un peu une exclusion des enfants de la rue et plusieurs études font état, je dirais, de la diminution du périmètre dans lequel les enfants peuvent se déplacer en sécurité. Et pour les personnes à mobilité réduite, c'est aussi le même problème, une exclusion de l'espace public compte tenu de la place que la voiture a pu prendre dans nos villes. Alors, avoir une pratique de la ville libre, c'est-à-dire de marcher, de courir, de jouer, de se rencontrer, bah, c'est aussi important par rapport, je dirais, à la santé publique, par rapport au fait qu'un apprentissage physique du déplacement, que ce soit la marche, que ce soit le vélo, eh ben, c'est important. Et puis également, pour donner une autonomie à l'enfant, qui est une vraie question, dans la mesure où l'attitude des parents vis-à-vis des enfants a été relativement modifiée depuis 30-40 ans. Et aujourd'hui, on assiste beaucoup, je dirais, à des enfants qui sont très protégés et l'espace public est conçu comme un peu perçu comme un danger. Et donc, apprendre à être autonome, apprendre à se déplacer, bah, ça participe aussi à la constitution de l'identité des enfants. Sachant qu'à cet égard, je dirais que la relation à l'autre est assez essentielle
Et l'espace public, c'est aussi la relation à l'autre. Le deuxième point, c'est la rencontre. Le bien-être, hein, le fait que dans l'espace public, eh bien, on peut aussi apprendre, je dirais, différentes pratiques, le roller, le vélo, la marche. Et actuellement, c'est bridé parce que les voitures empêchent, je dirais, cette disposition libre et autonome de différents modes de déplacement. Et par ailleurs, les rues aux enfants, c'est les rues pour tous, c'est-à-dire que c'est tous les âges. C'est pas uniquement les enfants et les jeunes, mais c'est aussi les familles, c'est aussi les personnes âgées. Et très souvent, dans les rues aux enfants, il y a un espace détente pour les mères de famille ou les personnes âgées, pour avoir un lieu qui permette aussi au calme, en dehors de la rue aux enfants, de pouvoir discuter, se rencontrer. Enfin, améliorer le cadre de vie, à savoir essayer de bouger un peu les choses au niveau de la rue, avoir un mobilier urbain, avoir une végétalisation de la rue, et puis encourager l'expression des habitants, mais dans, je dirais, la promotion d'une rue un peu différente. Hein, je dirais que la rue aux enfants et la rue pour tous, c'est un peu autrement la ville, c'est-à-dire une rue différente et qui soit agréable. Et ceci est possible. Alors, quelques points très rapidement, c'est l'appropriation de l'espace public. Là, ce sont des photos de Marseille, hein. C'est dans un quartier qui s'appelle le quartier du Chapitre, près de la gare Saint-Charles. Et donc, il y a eu une superbe rue aux enfants. Ils avaient fait les poubelles la veille et l'avant-veille. Ils ont récupéré une baignoire et ça a été une superbe rue aux enfants. Alors, il a fait très chaud. Il y avait aussi le problème du soleil. Donc, il y avait des toiles pour éviter que ce soit trop au soleil. Ensuite, merci. Alors, favoriser le jeu, bien sûr, hein, parce que c'est fait pour les enfants et pour les jeunes. Donc, de multiples jeux peuvent être organisés dans la rue. Et c'est à ce moment-là, je dirais, un moment très important de voir que la rue peut être différente et peut accueillir des jeux. Et ça, c'est toujours un étonnement. Et les enfants, là, profitent à plein, je dirais, de cet espace qui est libéré en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pas des rues fermées, en fait, c'est des rues qui deviennent ouvertes aux enfants et aux jeunes. Alors, les modes actifs, c'est essentiel parce que dans beaucoup de rues aux enfants, il y a des ateliers vélo, il y a des parcours vélo, il y a des draisiennes qui permettent aux plus jeunes, avec parfois l'aide des plus âgés, de commencer à s'initier au vélo. Donc, je dirais que les modes actifs, le vélo, mais aussi la marche, sont des éléments qui font partie de la rue aux enfants. Alors, à terme, je dirais qu'il y a des évolutions et puis des rues aux enfants, rue pour tous, qui deviennent des zones de rencontre, qui deviennent des rues scolaires. C'est-à-dire que la rue aux enfants, rue pour tous, c'est un moment qui permet de s'interroger sur la rue et sur le devenir de la rue. Et à cet égard, on a vu plusieurs cas où finalement, à la suite d'une rue aux enfants, il y a eu des décisions de zones de rencontre, de d'espace piéton aussi complet, à savoir que la rue était transformée en rue piétonne parce qu'il était pertinent que pour la population, pour les habitants, la rue soit remise en quelque sorte aux habitants. Alors, j'ai donné quelques exemples là, que on a trouvé cette année de petites villes de demain qui sont engagées dans les rues aux enfants. Le premier exemple, c'est Chorges, qui est donc dans les Hautes-Alpes. C'est une ville, Chorges, qui doit faire environ, je crois, 2000 habitants. C'est pas une très grande ville, mais en même temps, ils ont eu toute une démarche globale, à la fois de promotion de l'écomobilité avec le programme Mobi, de mise en valeur de leur place. Et la rue aux enfants est un élément, je dirais, de ce travail qui s'est fait sur plusieurs mois de promotion de l'écomobilité et de réappropriation de l'espace public, en particulier de la place, qui est une place magnifique. Je sais pas, vous voyez sans doute la fontaine un peu sur la droite de l'écran, avec une fontaine très ancienne, très belle, et qui est complètement étouffée par les voitures. Et donc, dans cette ville de Chorges, en fait, ils associent à la fois la réhabilitation de la place, la requalification de la place, et puis la rue aux enfants. Guillaume, un autre exemple qui va avoir lieu avant l'été, comme Chorges, hein, à savoir une petite ville de la Sarthe, hein, qui doit avoir environ 3000 habitants. Et donc cette ville aussi, et c'est aussi la place, hein, et c'est intéressant parce qu'on voit que la place joue un rôle très important dans les petites villes et dans les villages, et qu'en réalité, ces places très souvent sont encombrées de voitures, et les places deviennent des enjeux, je dirais, pour permettre, je dirais, à la population
de se réapproprier l'espace public, sachant que beaucoup de ces places dépérissent aussi. Et donc, la question, c'est comment faire revivre la place, comment donner à la place le rôle qu'elle doit jouer, je dirais, dans la vie quotidienne des habitants. Et donc là, à Sillé-le-Guillaume, ils ont fait un projet où ils ont mobilisé, je dirais, immobilisé les rues autour de la place de la République, et ils vont faire une rue aux enfants d'ici l'été pour justement valoriser la place et faire une rue aux enfants qui couvrira la place, mais aussi les rues qui entourent la place de la République. Plainbœuf, troisième exemple et dernier exemple. C'est le 15 mai 24, donc il va y avoir une rue aux enfants sur la place du marché qui va être transformée en place éphémère pour, je dirais, montrer que la place peut aussi retrouver, je dirais, une vie. Et c'est un objectif qui rejoint aussi celui des rues aux enfants, à savoir revitaliser les centres-bourgs de manière, je dirais, provisoire, mais c'est important d'avoir une autre représentation, de prendre le temps, je dirais, de voir la rue différemment et de savoir que l'espace public n'est pas uniquement dédié à la voiture. Alors l'organisation, très simplement, j'ai encore 2, 3 minutes, eh bien c'est une décentralisation au niveau des régions. Donc il y a des régions qui ont des groupes d'appui et qui sont autonomes, qui organisent, je dirais, la sélection des dossiers, qui organisent leur comité de validation, qui organisent également l'accompagnement des porteurs de projets, qui peuvent être donc des associations, des centres sociaux, des villes, qui peuvent être des ludothèques, des cafés des enfants. Et puis dans les autres régions qui n'ont pas de groupe d'appui encore parce qu'il n'y a pas suffisamment de porteurs, sachant que ce sont les anciens porteurs qui deviennent en quelque sorte les tuteurs des nouveaux porteurs de projets. Donc il y a un certain esprit coopératif. Et dans les autres régions, c'est Rue de l'Avenir, qui a un groupe de suivi qui pilote les projets Rue aux enfants, Rue pour tous. Donc le calendrier, très rapidement, c'est un dépôt et c'est valable cette année, le 15 juin, le 15 décembre. Un rapport qui est fait par une personne qui est chargée d'un dossier sur la rue aux enfants devant le comité de validation, une validation du dossier ou bien des recommandations pour le faire évoluer, un regroupement qui est organisé avec les différents porteurs de projets, un accompagnement et puis une remise de label. Enfin, quelques mots sur le bilan. Ben, il y a eu 220 projets à peu près qui ont reçu un label entre 2016 et 2023. Pas mal de projets dans les QPV, avec beaucoup de renouvellement, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu une rue aux enfants, parfois les municipalités sont un peu réticentes, les maires se demandent qu'est-ce que c'est que cet objet un peu non identifié. Ils viennent à la rue aux enfants, puis finalement l'année suivante, c'est la municipalité qui est partie prenante et qui souhaite reproduire l'événement. Il y a eu pendant la crise sanitaire une vingtaine de rues aux enfants, ce qui montre, je dirais, la solidité des rues aux enfants et l'opiniâtreté des personnes qui ont porté des projets. Alors, 2 points forts, en dehors, bien sûr, de la participation des enfants et des jeunes, que vous aurez en détail avec les indications dans le chat, bah, c'est le travail en commun en amont, c'est-à-dire le fait que en même temps qu'il y a, je dirais, la préparation de la rue aux enfants, eh bien, il y a un travail qui est fait entre adultes, enfants. Il y a une sorte de sentiment d'appartenance qui se crée à la communauté que représente le quartier ou les habitants de la rue. Et il y a aussi très souvent une fierté après la réalisation. Et ceci est important, c'est-à-dire que les habitants sont heureux d'avoir en commun fait ce travail, adultes et enfants, pour créer la rue aux enfants. Et puis être hors les murs, c'est-à-dire que c'est pas habituel. Généralement, les activités ont lieu dans les murs, et donc hors les murs, bah, c'est une autre représentation de la rue, du quartier. Et puis c'est aussi un peu différent de travailler en dehors, dans la rue, que de travailler à l'intérieur. C'est, je dirais, un espace que l'on fréquente quotidiennement, mais dont on n'a pas, je dirais, l'habitude d'utiliser comme réceptacle, je dirais, d'activités communes, comme, je dirais, eh bien, une fonction de bien commun. Alors, les perspectives, pour terminer, ben, ce qui apparaît aujourd'hui, d'après notre observation, c'est qu'il y a de multiples initiatives qui se mettent en place. Il n'y a pas seulement les rues aux enfants, il y a les rues scolaires, à l'initiative souvent des municipalités. Il y a le mouvement Classe dehors, qui est dynamique et qui organise chaque année une semaine de la classe dehors. Tous les 2 ans, une semaine internationale dans une ville. Et donc, la classe dehors, bah, c'est aussi un peu la même idée, d'aller dehors, dehors, dans l'espace public pour faire classe. Ça peut être un jardin, ça peut être une forêt, mais ça peut être aussi l'espace public, une place. Il y a les terrains d'aventure
qui renaissent en quelque sorte. C'était après-guerre hein, qu'on a eu les terrains d'aventure. À la suite des destructions, il y avait des terrains vagues. Et donc, on a construit des terrains d'aventure un peu de manière très pragmatique. Mais maintenant, les terrains d'aventure reviennent et il y a des rues aux enfants où il y a des terrains d'aventure. De même, il y a des rues aux enfants qui s'articulent avec des rues scolaires. Donc voilà, il y a un ensemble aujourd'hui, je dirais, c'est un peu un mouvement récent de 3 4 ans d'initiatives qui convergent pour mettre les enfants dehors, dans la mesure où aujourd'hui, le problème dedans, dehors, dedans avec les appareils vidéo et autres, avec les écrans, ben, apparaît un véritable enjeu hein, pour le devenir des nouvelles générations. Et donc, faire en sorte qu'ils aillent dehors, qu'ils aient une activité physique, qu'ils se déplacent à pied et à vélo pour aller à l'école, c'est quelque chose qui est assez essentiel, me semble-t-il. Voilà. Alors, j'ai quelques références. Donc, il y a aussi à Carouge une superbe réalisation d'une place aussi et d'une rue aux enfants. Dans Vous avez l'Orne, si le... je me trompe pas. Oui, 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 c'est en Normandie, c'est dans l'Orne. Vous avez le site des rues aux enfants, le flyer pour l'appel à projet de cette année, une charte qu'on a rédigée en 2017 et enfin pour Rue de l'Avenir, hein, le site internet et puis l'adresse si jamais vous voulez prendre contact hein, à la suite de cet exposé. Ben, merci beaucoup pour votre attention. Puis j'espère qu'on aura beaucoup de rues aux enfants, rues pour tous dans des petites villes de demain parce qu'on a trop travaillé sur les grandes villes, hein, les villes régionales et autres, et les petites villes, en fait, c'est quelque chose d'assez essentiel. Et Rue de l'Avenir, maintenant, essaye de faire en sorte que de travailler sur les quartiers populaires de la politique de la ville, mais aussi sur les villages et les villes, parce que ben, c'est tout à fait essentiel pour la vie quotidienne et puis aussi pour, je dirais, rendre aussi ces villes-là peut-être dynamiques au niveau de leur centre qui parfois dépérissent malheureusement. Un grand merci, Monsieur Moreau, pour votre intervention, ces nombreuses illustrations qui, je l'espère comme vous, vont donner envie aux collectivités et à ceux qui nous écoutent bah, d'initier ce mouvement pour faire en sorte, comme vous le disiez, que ces espaces publics soient vivants et animés. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit aussi pour pouvoir vous proposer un nouveau temps ou une nouvelle saison sur ces enjeux voilà, de la vivre et animer les espaces collectifs. Merci beaucoup, Monsieur Moreau. Pas de questions pour l'instant, mais je reviendrai vers vous si il y en a. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec l'intervention d'Alice Perronnet. Donc, on a eu, comme je vous disais, plaisir de voir intervenir dans le cadre de l'atelier In situ. Alice, donc, vous travaillez au sein vous êtes responsable de projet au sein de Robin des Villes. Est-ce que vous pouvez évoquer votre action et notamment peut-être la démarche engagée à Pélussin en faveur des jeunes? Oui, tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup de cette invitation. Je vais essayer de prendre la suite de Denis Moreau, qu'on connaît bien, puisqu'on connaît très bien au Robin des Villes les rues, la rue de l'Avenir et les rues. Du coup, donc effectivement, Robin des Villes, c'est une association loi 1901 qui a plus de 25 ans qui est né d'étudiants en fin d'études d'urbain, d'architecture, de paysagisme, qui se rendaient compte que ben, on savait très bien construire les villes, un peu moins s'intéresser aux usages de ces villes et aux personnes qui vivent la ville sans forcément la fabriquer par elles-mêmes. Euh, et donc, l'idée, c'était de pouvoir ben, s'intéresser un petit peu plus aux usages des habitants, habitantes, et notamment parmi eux, des plus jeunes, puisque avec un regard d'adulte sur les enjeux des villes et des petites villes, on a tendance à penser que les enfants n'ont pas forcément beaucoup à apporter. Et du coup, nous, au Robin des Villes, c'est un petit peu ce sur lequel on essaye de travailler, c'est un peu le point de vue des adultes qui a tendance à laisser un petit peu de côté les enjeux urbains pour les enfants et du point de vue des enfants et par les enfants et les jeunes. Donc on est voilà, surtout à Lyon, même si, enfin on est basé à Lyon, mais effectivement comme vous disiez, on travaille avec différents territoires. Il faut savoir que quand on dit ville, c'est plus au sens d'espace commun, d'espace public. Donc effectivement, bah, ça peut être aussi
des petites villes de demain, comme par exemple la Pélussin, donc dans la Loire. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure, mais du coup, on accompagne, je pense, un conseil enfance-jeunesse dont l'objectif que le conseil participe à co-construire la politique jeunesse de la ville. Euh, on a une équipe d'architectes, de paysagistes. Pas moi qui maîtrise le PowerPoint, alors c'est un exercice. Euh, du coup, donc, je pense comme finalement, on rejoint exactement les mêmes types d'objectifs que ce qu'exposait Denis Moreau tout à l'heure, c'est-à-dire que on va avoir comme objectif l'émancipation et le pouvoir d'agir des habitants par l'action collective. Euh, Comme je disais, faire évoluer aussi les pratiques des décideuses, les pratiques et les représentations. Euh, et puis défendre le droit à la ville pour tous et toutes, y compris les enfants. Et du coup, on peut travailler aussi bien avec des établissements scolaires, des centres sociaux, des différentes personnes en fait. Euh, et aussi bien donc sur un premier niveau de sensibilisation, puisque notamment pour les enfants et les jeunes, enfin pour tout le monde, mais aussi pour les enfants et les jeunes, euh, pour pouvoir être vraiment acteur, actrice de la fabrique de la ville, il faut d'abord connaître un petit peu les rouages du système et comment on peut agir dessus. Euh, pour donner des petits exemples, ça peut être des ateliers qui vont être vraiment sur c'est quoi un espace public et c'est quoi profondément qui fait la différence entre un espace public et un espace privé, ce qui derrière emmène beaucoup de questions sur la financiarisation des villes et des espaces publics, ce qui emmène des questions d'égalité, d'inégalité selon les ressources, les moyens, le genre. Et en fait, la ville est vraiment un objet d'étude à travers lequel on va essayer de décortiquer un petit peu euh, comment les habitants, habitantes et notamment donc, les enfants peuvent avoir un petit peu plus de marge de manœuvre et de prise en fait sur leur environnement et sur leur environnement de demain aussi. Euh, a fortiori quand on travaille avec des enfants et des jeunes, puisque comme nous a dit un enfant dans une classe il n'y a pas longtemps, ce sont les personnes de demain. Et du coup, voilà, c'est d'autant plus important de travailler aussi avec eux. Ben, c'est quoi le projet euh, idéal, on va dire, de faire ensemble la vie. Donc, on a pour ça des outils qui étaient sur la slide précédente, mais où ça va être, on va passer par les maquettes modulables, par beaucoup d'outils, enfin, assez différents en fait, d'ateliers assez différents euh, sur des concertations aussi, donc par exemple sur les concertations de végétalisation de cours d'école, euh, qui sont des enjeux que connaissent, je pense, des territoires d'échelle très très différentes et partout en France, euh, et avec voilà, les végétalisations et les renaturations de cours d'école qui sont souvent un foncier un des fonciers disponibles pour les communes notamment, et où on va du coup se dire, OK, cette cour d'école, elle pourrait être un peu plus végétalisée, notamment pour lutter contre des îlots de chaleur urbains, principalement. Et du coup, comment est-ce qu'on va travailler ça vraiment avec les usagers principaux de ces cours? Donc, ça va être aussi bien les adultes qui travaillent dans les cours, les enseignants, les personnels d'entretien, les services techniques de la ville, et au centre quand même de la démarche, les enfants euh, ou les collégiens, selon les groupes scolaires dans lesquels on est, qui vont vraiment voilà, s'approprier les questions techniques et aussi les questions d'enjeux qu'il y a derrière et de choix collectifs. Parce que c'est aussi beaucoup ça qu'on travaille. C'est aussi comment est-ce qu'on s'implique dans une décision collective et comment est-ce qu'on s'implique pour un projet voilà, de ville de demain. On peut avoir aussi, comme je disais, des ateliers de sensibilisation. On peut passer directement à la suite.
Oui, n'hésitez Euh, pas, Alice, à nous faire oui, signe quand ouais, passer ça marche, et qu'on soit un peu plus ça réactif. marche. Pardon. Mais voilà, donc vous pouvez passer encore à la suite parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Donc aussi des formations sur les enjeux urbains, donc là plutôt à destination des adultes qui se demandent aussi parfois, enfin, et qui nous demandent aussi parfois justement comment travailler plus euh, les questions de participation avec les enfants. Et souvent, en tant qu'adulte, on a beaucoup de clichés un petit peu, enfin, de préjugés, on va dire, sur la participation des enfants. On va se dire que les enfants sont forcément extrêmement créatifs, euh, sont voilà, très, très affranchis des, des contraintes sociales, etc. Ou au contraire, qui sont pas du tout capables de comprendre des choses plus ou moins techniques. Et nous, justement, on va essayer de déminer un petit peu tous ces préjugés-là et de dire, ben, en fait, voilà, les enfants sont pas forcément beaucoup plus créatifs que les adultes. Ils sont pas du tout affranchis des contraintes sociales, des modes de faire de la ville aussi. Euh, et du coup, ben, on va travailler aussi avec les professionnels de l'urbain sur comment finalement arriver à être à la fois euh, au bon endroit en termes de calibrage des projets, de participation, en termes des méthodes, etc. À la fois bah, au bon endroit pour travailler avec des enfants qui ont des usages spécifiques des villes et des manières d'appréhender un petit peu spécifiques, et en même temps qui sont finalement ben, des citoyens, citoyennes comme les autres, et qui sont pas forcément beaucoup plus imaginatifs ou voilà, beaucoup plus Mm. libres dans leur représentation, etc. Et peut-être pour terminer, on a depuis assez récemment, comme vous l'évoquiez aussi, notamment à Pélussin, pas uniquement, un accompagnement de conseils enfance-jeunesse, qui sont des endroits où on peut vraiment bah, expérimenter la citoyenneté locale des enfants et des jeunes, leur pouvoir d'agir, à la fois en explorant vraiment un petit peu les enjeux du territoire, puisque bah, par exemple le conseil d'arrondissement des enfants de Lyon va pas avoir les mêmes enjeux que le conseil Péluchinois enfance-jeunesse, forcément. Même si finalement il y a des choses qui reviennent, et dans ce qui revient, bah, c'est comment est-ce que en tant qu'enfant on se sent euh, la possibilité et comment est-ce qu'on s'empare de la possibilité ben, d'être réellement acteur, actrice de son territoire. Euh, et voilà, comment on prend part à la décision collective. Et donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire dans ces projets. Je pense que, Il en reste enfin quelques voilà, on a slides. encore, oui, on Peut-être va conclure s'arrêter. rapidement. Ouais, C'est merci. ça. Je vais effectivement arrêter là, mais il me semble que du coup, notre LinkedIn avait été partagé dans l'espace de discussion, puisque finalement, voilà, on a des manières d'intervenir qui sont assez différentes et puis qui dépendent aussi des projets, des territoires. Donc, je vais laisser la parole, je pense. Ça marche. Merci beaucoup, Alice. Et si voilà, ce petit teasing, on va dire, intéresse les uns et les autres, n'hésitez pas à prendre les contacts, notamment via la page LinkedIn, comme vous l'avez évoqué. Merci beaucoup, Alice. Je vous propose encore Merci à vous. notre dernière intervenante en la personne de Nivine Katonji, donc chargée de déploiement chez jeveuxaider.gouv.fr. Dites-nous tout sur cette démarche. Bonjour tout le monde, merci en tout cas pour cette invitation. Je vais vous parler aujourd'hui effectivement de jeveuxaider.gouv.fr, qui est la plateforme publique du bénévolat. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur du partage d'écran. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme et surtout vous dire à quoi elle sert. Donc jeveuxaider.gouv.fr, comme je vous le disais, c'est la plateforme publique du bénévolat. Elle a été instituée par la loi Égalité et Citoyenneté en 2017, qui proposait la création d'une réserve civique. Et ça a été suite aux attentats qui se sont déroulés en 2015. Et donc, elle permet à toute personne de s'engager à titre bénévole et occasionnel dans le cadre de projets d'intérêt général.
Donc, ce sont des missions de bénévolat qui sont ouvertes à toute personne de plus de 16 ans qui réside en France et sans condition de nationalité. Euh, Aujourd'hui, en 2024, cette plateforme elle regroupe près de 550 000 bénévoles qui sont inscrits du coup sur la plateforme et qui sont prêts surtout à réaliser des missions sur tout le territoire. Ce sont près de 500 bénévoles qui s'engagent chaque jour partout en France depuis ce site internet. Et il faut savoir que sur jeveuxaider.gouv.fr, un bénévole sur deux a moins de 30 ans. Donc c'est peut-être dû peut-être à la moyenne d'âge de cette start-up d'État où on est assez jeune. Et je pense que aussi le digital joue beaucoup. Euh, donc, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette plateforme et surtout à quoi elle sert. Parce que, évidemment, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de savoir aussi comment revitaliser le territoire, proposer en tout cas des initiatives qui peuvent être fortes et qui peuvent surtout euh, permettre notamment à des jeunes, parce on est beaucoup sur ce public-là, de faire société, de se sentir utile. C'est une façon aussi pour eux de faire un pas vraiment de côté et d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, cette plateforme, elle fonctionne comme suit. Donc, les personnes qui s'inscrivent dessus sont en général des associations, des dirigeants d'associations, ça peut être des collectivités, et lorsqu'elles s'inscrivent, elles vont proposer tout simplement des missions de bénévolat. Donc, je vais vous montrer un petit peu quel type de missions sont proposées sur la plateforme, sachant que bien sûr, moi, j'ai un accès administrateur, donc forcément, vous allez voir un petit peu tout l'envers du décor. Donc, ça peut être autant des missions qui vont être proposées sur du mentorat, de l'éducation pour tous, ça peut être de l'aide alimentaire, ça peut être de la solidarité, de la lutte contre l'isolement. Bref, on a beaucoup, beaucoup de thématiques. Et parmi ces thématiques, on en a vraiment tiré une dynamique qui va être une dynamique autour d'opérations qu'on appelle les opérations nationales. Donc, en gros, ce sont des temps forts qui se déroulent durant l'année et il y en a 5. Donc, c'est des mobilisations qui vont venir un peu ponctuer notre année. On va avoir Septembre pour apprendre, qui se déroule donc au mois de septembre, comme vous l'aurez compris, qui est autour du mentorat et de l'éducation pour tous. Vous allez avoir la collecte des banques alimentaires qui aura lieu en fin novembre. Décembre ensemble, qui vise à lutter contre l'isolement et pour la solidarité. En ce moment même, on est dans Printemps pour la planète, qui est autour de l'écologie, de la protection du vivant, de la protection de la faune et de la flore. Et en juin, vous allez avoir la tournée d'été, qui va être vraiment centrée sur le sport, la culture, les loisirs. Donc, c'est vrai que la vision de jeveuxaider.gouv.fr, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table, ou plutôt de la plateforme. Et l'objectif, ça va être de chercher des logiques de coopération par des échanges de visibilité et des synergies. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Aujourd'hui, on a près de 10 000 organisations qui sont inscrites sur la plateforme et qui publient des missions extrêmement régulièrement. Euh, alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que comment ça se passe justement pour être sur cette plateforme-là? Eh bien, il suffit de s'inscrire. Ça prend vraiment très peu de temps. Je pense qu'en 5-10 minutes, c'est fait. Suite à quoi, ensuite, il va y avoir une modération de notre part. Et ensuite, vous pourrez proposer vos propres missions de bénévolat. Donc, comme je vous le montrais, par exemple, ça peut être proposer de rejoindre une équipe organisatrice d'un festival pour les aider sur la coordination durant un événement. Ça peut être participer à des chantiers participatifs, ça peut être faire du mentorat, ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de thématiques sur lesquelles vous pourrez proposer des missions de bénévolat et sur lesquelles, effectivement, en réponse, les bénévoles pourront s'engager. Quelle est la particularité en tout cas sur la jeunesse, ça va véritablement être que nous créons des ponts entre les différents dispositifs qui existent dans l'État pour pouvoir faire en sorte de, comme je le disais tout à l'heure, revitaliser les territoires, proposer des actions qui font sens et qui font surtout aussi ce tissu local, parce que le monde associatif, comme vous le savez, et surtout les collectivités, sans le tissu local et sans la coopération entre les différents acteurs, bah, c'est très difficile effectivement de faire tourner
ce territoire-là. Donc, il faut savoir que je veux aider.gouv.fr figure parmi les différentes opportunités qui sont proposées, par exemple, dans le cadre du contrat d'engagement jeune. C'est un dispositif public qui va proposer à tout jeune de 16 à 25 ans qui n'a pas d'emploi ou de formation d'intégrer des programmes de suivi sur mesure, avec vraiment l'objectif de construire un parcours professionnel qui va être adapté et faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes. Et donc, les 15 000 aujourd'hui missions de bénévolat de je veux aider.gouv.fr peuvent aider ces jeunes à reprendre confiance, renouer avec la société, faire des rencontres, vraiment tout en s'ouvrant aux différentes actions que vous pouvez proposer en tant qu'association, organisation publique, organisation privée. Aujourd'hui, il y a près de 1200 jeunes qui se sont inscrits, qui se sont engagés sur je veux aider.gouv.fr pour réaliser des missions de bénévolat dans le cadre de ce contrat d'engagement jeune. Et effectivement, ce qu'on peut remarquer, même si aujourd'hui la mobilisation des bénévoles via cette plateforme se fait encore majoritairement dans les métropoles et les villes moyennes, l'équipe déploie d'importants efforts vraiment pour développer le bénévolat dans les zones périurbaines et vraiment plus reculées, et notamment vraiment essayer de faire en sorte que la plateforme soit déployée auprès des collectivités de moins de 20 000 habitants, collaborer dans le cadre de programmes spécifiques comme justement les petites villes de demain. Aujourd'hui, on a quelques chiffres. Ce sont près de 37% des associations qui déclarent engager des bénévoles dans une petite ou une moyenne commune en milieu rural. Et je veux aider et .gouv.fr est utilisé en outil véritablement de proximité et à la ambition, on a vraiment cette ambition d'augmenter ce résultat pour que le bénévolat puisse se vivre vraiment partout. Donc, je vous montre un petit peu la plateforme. Lorsque vous vous inscrivez, eh bien, c'est tout simple. Vous allez avoir accès à des différentes fonctionnalités. On va prendre l'exemple, allez, je vais prendre la place, par exemple, d'un article 1, qui est une association que vous connaissez très certainement. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe lorsqu'ils se sont inscrits. Donc là, ils ont à disposition un tableau de bord qui va leur permettre de retrouver un petit peu leur activité en chiffres. Donc là, comme vous pouvez le constater, actuellement, ils recherchent près de 3000 bénévoles. C'est une très grosse association qui est un peu partout sur le territoire. Donc effectivement, au vu du nombre de missions, au nombre de 113, il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles qui sont recherchés. Vous pouvez ainsi constater aussi qu'il y a près de 8000 candidatures, presque 9 maintenant, qui ont été faites, et que sur ces 9000 candidatures, il y en a près de 8300 qui ont été validées par l'association. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un outil qui leur permet de mobiliser un nouveau public, qui est aussi un public jeune, mais aussi un public de mentors, donc de personnes qui sont qualifiées à venir mentorer un public plus jeune. Vous aurez toujours un petit mot de Margot, qui est la personne qui s'occupe du produit chez nous. Et ici, vous aurez la visibilité sur votre organisation. Donc, si vous êtes une collectivité, bien sûr, ce sera à peu près le même tableau de bord que vous aurez à disposition. Et c'est ici que vous pourrez justement alimenter un petit peu toutes les informations que vous souhaitez autour de votre organisation. En plus d'être une plateforme qui va proposer justement cette mobilisation de bénévoles, on va venir aussi appuyer les associations avec des outils qui leur permettent la visibilité, et notamment leur visibilité digitale. Donc, on va créer une petite page où on va vraiment centraliser toutes les informations qui auront été remplies au préalable par cette association ou cette collectivité, et venir en créer une page qui pourront ensuite diffuser sur leurs différents réseaux sociaux, sites internet, par message, peu importe. En fait, tous les moyens sont bons pour se faire connaître et pour mobiliser des personnes autour de ces actions. Donc, vous pourrez y retrouver effectivement les coordonnées de l'association, les différentes photos, les missions qui sont actuellement proposées par cette association ou cette collectivité. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment mis à disposition et en plus gratuitement par je veux aider.gouv.fr. Je reviens donc sur la plateforme. Vous aurez la possibilité de publier des missions. Donc, pour publier une mission, c'est très simple, mais bien sûr, cette présentation étant très rapide, j'ai donné un lien qui va pouvoir vous être partagé, qui va vous donner un guide extrêmement détaillé de comment utiliser la plateforme. Vous allez pouvoir choisir tout simplement le domaine d'action de la mission, donc si vous êtes dans la solidarité et l'insertion, et ensuite venir personnaliser vos missions.
c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir en tout cas. Après, ici, vous avez un onglet participation où vous allez retrouver toutes les participations qui sont faites par les bénévoles en face. Je vais pas appuyer sur ce bouton pour des raisons logiques de RGPD, vu qu'il y a des données assez sensibles. Mais en tout cas, sachez que c'est très simple. Vous allez pouvoir recontacter vos bénévoles soit via la messagerie interne de Je veux aider, soit par mail, soit par téléphone parce que vous aurez ces trois informations à votre disposition. Et enfin, pour finir, vous allez avoir ici un petit centre d'aide qui vous permettra, lorsque vous ne trouverez pas de réponse à vos questions dans le guide qui va être partagé, de trouver votre réponse. Et si toujours vous n'avez pas la réponse à votre question, vous allez pouvoir contacter Sophie ou Caroline, qui sont de vraies personnes sur le chat parce qu'à l'ère des intelligences artificielles, on ne sait jamais, mais ce sont bel et bien de vraies personnes qui sont dans l'équipe. Et vous allez pouvoir les contacter sur ce chat-là qui s'ouvre juste à ma droite et elles vous répondront Mm. à toutes vos sollicitations. Voilà pour moi, c'était une présentation courte Oui, mais non nécessaire. mais Et merci je reste Nivine, à vous avez disposition, bien sûr, si vous avez d'autres questions. oui, merci beaucoup. Vous avez bien compris l'intérêt de ces webinaires hein, qui sont voilà donner envie d'aller plus loin et de creuser plus en avant, mais avant tout de voilà de montrer un peu le champ des possibles et des opportunités qui s'offrent aux collectivités. Donc merci à tous les trois et à tous les quatre, pardon, je n'en vois qu'à trois à l'écran. Pour vos témoignages, pour vos témoignages qui sont, j'espère, aussi inspirants que intéressant. Merci une nouvelle fois à vous, Marion, chef de projet Petite Ville de demain à Bully-les-Mines, voilà, pour cette belle illustration. Nous, dans le cadre de la saison thématique, on se retrouve dès le demain, si vous êtes intéressés, dans le cadre d'un travaux pratique où nous reviendrons sur le projet, l'expérience de la commune de Mel dans les Deux-Sèvres, qui a eu l'occasion d'être appuyé par un atelier flash déployé par le ministère de la Transition écologique. Et puis nous avons encore deux rendez-vous dans le cadre de la saison thématique. Le second aura lieu mardi 9 avril dans le cadre d'un nouveau clé pour agir sur comment réussir la participation citoyenne dans les projets d'habitat. Et nous aurons le plaisir de clôturer avec vous cette saison le mardi 16 avril prochain. Merci à tous nos intervenants une dernière fois et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.